Bonsoir à tous, bienvenue en notre compagnie à la Cité des Sports pour le premier numéro Parlons Carcassonne 13 de la saison 2025-2026. En présence de Flet Kamel, Florantos et Télis Sadawi, le désormais trio qui est à la tête de l'équipe Super 13 Carcassonne. À leur côté, le rejoindront tout à l'heure Didier Palanque, le chef du service des sports de la mairie de Carcassonne. En seconde partie d'émission, en compagnie de Fabien Albert et Ludovic Bérail, les coprésidents de Carcassonne 13, ce sont Gérard Lara, maire de Carcassonne, et Yazid Larech, son adjoint délégué au sport, qui nous rejoindront sur ce plateau. Bonsoir messieurs, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc, nous avions donc laissé à la fin de la saison dernière un duo d'entraîneurs. On se retrouve avec un trio. Donc, puisque Florent, vous êtes venu consolider un petit peu ce staff que vous connaissez, puisque déjà vous avez travaillé avec eux il y a quelque temps. Donc, vous connaissez cette maison puisque vous avez joué sous le maillot jaune et noir. Donc, c'était de 2016 à 2019. Et dans le même temps, vous vous occupiez de la préparation physique de l'équipe. Et ensuite, vous êtes revenu. Vous avez intégré le staff de Patrick Alberola au cours d'une saison 2020-2021. Puis, en 2021, pour des raisons personnelles et professionnelles aussi, je pense, vous avez décidé de quitter Carcassonne 13. Donc, qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps, pendant ces 4 années? Alors, au service toujours de la cause trésiste, je pense. Oui, voilà. Donc, par votre statut de cadre national. Exactement. Donc, j'ai pris le temps surtout de me reposer dans un premier temps, mais après, je reste rarement voilà, sur mes lauriers. Donc, j'ai continué à me former. Et, voilà, j'avais envie de peaufiner, d'acquérir de nouvelles compétences. Donc, j'ai pris le temps voilà, de voyager dans des clubs de Super League. Donc, grâce à par le biais de Laurent Fressinou, je suis allé à Saint-Hélène, par exemple. Oui, voilà, ce que j'allais vous dire, pas n'importe lesquels en plus. Oui, voilà, des clubs prestigieux, évidemment. Voilà. Donc, Saint-Hélène, il y a 2 ans. L'an dernier, à Warrington, où j'ai passé voilà, quelques semaines donc, en compagnie des clubs prestigieux, d'entraîneurs très compétents. Et ça a permis aussi voilà, d'acquérir de nouvelles compétences. Et après, aussi de la formation dans le management. Je suis allé à Paris, donc à l'INSEP, donc qui est une belle école pour former des entraîneurs, voilà, de me former et puis dernièrement là sur la préparation mentale. Voilà. Et toujours en restant au contact quand même du pôle espoir de Carcassonne. Oui, parce qu'après je garde mon métier, c'est d'être cadre donc auprès de la Fédération française de rugby à 13, et une de mes missions principales c'est la gestion du pôle espoir. Donc, la gestion elle va évidemment du bien-être des gamins, de leur scolarité, mais surtout de l'entraînement et toutes les facettes de l'entraînement. Voilà, donc ça prend beaucoup de temps. Et j'ai encore une facette dans mon métier, c'est celle d'entraîneur adjoint auprès de l'équipe de France, où là, dans quelques semaines, on a un match qui est capital. Je pense que c'est un des rares matchs que l'équipe de France a rarement connu. C'est un match de qualification pour la Coupe du Monde. Là, il faut le gagner pour qu'on soit qualifié, et ça, je pense que ça, dans l'histoire de l'équipe de France, ça a été très rare. Elle a souvent été qualifiée d'entrée, en fait, à la compétition. Et nous, on doit encore avoir ce match-là, le gagner pour peut-être y parvenir. Donc, le directeur de la performance au sein de la fédération aura encore du travail sur cette mission. C'est un gros boulot, et c'est une tâche, on dit, c'est un one-shot, c'est un match dans quelques semaines. On pourrait penser que on a du temps et qu'on a le temps de se préparer, mais ça fait déjà des semaines qu'on s'y prépare, et on veut régler les moindres détails pour arriver contre la Jamaïque avec les joueurs les plus performants et bien sûr gagner. Pourquoi ce retour au sein de Carcassonne 13? Ça vous manque un petit peu? Bon, j'allais dire le terrain. Oui, quelque part. Ouais, le vestiaire. Vraiment, voilà. C'est le vestiaire. Si on doit parler, sortir un peu du terrain. Ouais, le vestiaire au quotidien, bien sûr, ça me manquait. Et après, quand Frédéric m'a appelé, bien sûr, c'est le projet qui m'a charmé. Moi, j'ai dit, voilà, il faut qu'on amène. Je voulais amener quelque chose de supplémentaire dans le club. Et Fred me disait, voilà le projet que l'on a. Comment moi je peux m'y greffer? Et ça a matché, quoi. Donc vous êtes toujours en charge de la performance, mission que vous avez au sein de la fédération? Oui, voilà, la performance, c'est quelque chose de large. Oui, voilà, ce que j'allais vous dire. Ça consiste à quoi, en fait? Votre boulot, c'est... La performance, elle réside dans une multitude de leviers. Voilà. Si on peut prendre, par exemple, la préparation mentale, rien que ça, on peut jongler sur peut-être une dizaine de leviers individuels, collectifs, la préparation physique, la tactique, la technique. Pour reprendre le match de Pia, on a mis surtout l'accent sur la tactique. Ça marche déjà, hein? Ouais, ça a fonctionné ce week-end. Voilà, et on disait là, tactiquement, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la performance pour arriver à aller gagner à Pia? On a jonglé, on a mené quelques curseurs, ajusté.
et ça a fonctionné à Pia. Est-ce qu'au préalable, vous avez ciblé quelques secteurs où il fallait un peu plus de progression, peut-être dans le domaine de la performance que... Ouais, tactiquement, voilà, on a amené des nouveautés cette année. Voilà, ça c'est l'émergence des trois entraîneurs, hein. Voilà, on a voulu travailler tactiquement, on a mis l'accent comment se structurer collectivement, amener quelque chose voilà, de bien en place. Et si on est en place, ben, techniquement, derrière, on va amener des petites choses qui fait ben, qu'on marque des essais ou qu'on défend bien des essais justement de l'adversaire. Donc vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'équipe de France va rencontrer la Jamaïque le 26 octobre à Albi. Et un Carcassonnais sera du groupe qui va préparer cette truc. Donc il s'agit de Lucas Albert. C'est un juste retour à son meilleur niveau. Ça sanctionne le travail qu'il a, enfin, ça sanctionne pas, ça relève le travail qu'il a effectué pour revenir justement à ce niveau-là. C'est exactement ça. C'est un garçon qui mérite aussi bien sa place que les autres dans ce groupe de 26. Ça fait plusieurs saisons qu'il performe et c'est juste logique qu'il soit parmi le groupe des 26 parce que il a le niveau international tout simplement. D'autant qu'au niveau du Super 13, ils ne sont pas les jeunes, je crois. Non, c'est ça, c'est exactement ça. Si vous le voulez bien, nous allons revenir maintenant, après on le fera avec chacun d'entre vous, là, revenir sur les matchs de la première journée. Donc, on va parler en premier lieu de l'opposition entre Lézignan et Villefranche, qui s'est soldée par une victoire au Moulin des Meuniers sur le score de 36-12. Une équipe Lézignan qui a été largement remaniée, qui n'a pas encore tous ses atouts, mais qui a montré quand même de belles choses. Oui, oui, exactement. Du coup, je prends la Enfin, parole. pour celui qui aura vu... Enfin, oui, on l'a tous vu. Je crois que vous les avez vu tous les trois. Je crois qu'on l'a tous vu. Non, mais voilà, Lézignan, une équipe un peu remodelée et qui a eu du caractère sur le match. Et on voit que c'est un collectif qui est en train de se créer. Par contre, par le cœur, l'engagement, ben, ils ont montré de très belles choses et ils ont pris le dessus ces équipes de Villefranche. Oui, il leur manquera aussi à Villefranche, comme on l'évoquait tout à l'heure en off, là, un petit peu de profondeur de banc, peut-être quelques renforts étrangers pour consolider un peu tout ça. Ben, il manquait déjà tous les étrangers, donc quand ils vont rentrer, mais à Lézignan, c'était aussi le cas. Oui, donc, tout à fait. On va dire qu'ils étaient à égalité sur ce match-là, à ce niveau-là, mais donc ça veut dire que Lézignan aura quand même une équipe qui sera vraiment intéressante, et on disait, vu le nombre de recrues qu'ils avaient fait, que ça serait forcément un outsider pour le titre, et je pense que vraiment, ils ont les capacités, vu l'expérience qu'il y a, et je pense que le recrutement qui a été fait a été assez intelligent, parce que on allait chercher un petit peu partout toutes les pièces manquantes. Je vois Mathieu Kedini qui a déjà mis son empreinte au niveau du talonnage. Bruno Castani qui a été vraiment très performant sur ce match-là. Quand on connaît les qualités des Lézignanais déjà en place, si on rajoute de bons étrangers là-dessus et qu'on aura de Reul en plus, donc on va voir ce que ça va donner par la suite. Teddy, vous aviez en charge notamment la défense au sein du staff avec Fred là, et maintenant vous êtes chargé en plus de l'optimisation technique. Alors ça aussi, ça concerne quoi et dans quel domaine vous intervenez? Et dans quel but? Toujours pareil, c'est un peu en continuité de ce que fait, enfin, ou plutôt ce que vous faites est en continuité pour aller vers ce que tend Florent. Oui, après on est assez complémentaires. L'optimisation technique, voilà, comme son nom l'indique, c'est surtout voilà, travailler sur la technique individuelle. Voilà. Être propre dans ce que les joueurs peuvent faire techniquement, offensivement ou défensivement, quoi. Voilà, l'approche du plaquage, les passes, etc. Voilà. Au niveau du contrôle au sol, ce qu'on disait après avec Fred, déjà on sent qu'il y a, je trouve, enfin, sur ce premier match, ouais, c'était un point sur lequel on avait déjà beaucoup travaillé la saison passée. Donc je pense que voilà, on a la chance d'avoir un collectif de joueurs avec beaucoup d'expérience et voilà, qui savent emmagasiner ce qu'on leur demande de faire. Et c'est vrai que cette année, mais vu que nous on a eu la chance de ne pas avoir un effectif qui a trop changé, ouais. Ben, c'était plus facile. Ça c'est un atout, c'est certain. Exactement. Carcassonne a donc démarré cette saison de la meilleure des façons, en triomphant de Pia à Pia 33-14. Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce match? L'engagement de nos joueurs. Voilà. Pour une première rencontre, c'est ce qu'on leur avait demandé. Voilà, de ne pas faire d'artifice, d'être propre, voilà, de respecter le système de jeu. Et voilà, on n'a pas surjoué. Ils ont fait, voilà, ils ont fait une bonne partie de rugby, comme on peut appeler ça, pour un premier match. Franchement, c'est une grosse satisfaction pour nous. La discipline aussi, il semblait qu'il y avait mieux peut-être par rapport à l'an passé.
Oui, on avait fait justement, par l'initiative des coachs, on avait fait intervenir Monsieur Vincent, donc l'arbitre référent, donc, qui est venu au club la semaine passée. Et voilà, on avait déjà travaillé avec Fred l'année dernière avec lui, voilà, sur ce qui pêchait au niveau de la discipline. Et comme je vous l'ai dit, je pense que les joueurs en ont pris conscience. Et sur ce premier match, on peut être que satisfait de leur prestation, quoi. Oui, parce qu'après, ce serait peut-être bon de tourner avec plusieurs arbitres aussi, parce que chacun a sa façon d'interpréter aussi les règles. Bon, c'est vrai que c'est. Mais enfin, vis-à-vis de Vincent, effectivement, on a trouvé que enfin, vous aviez respecté à peu près ce que vous avez demandé. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que vous avez moins aimé, par contre? Euh, alors, on a fait un bon match. Avec Mais nous, de regard extérieur, voilà, il y a plusieurs points d'amélioration, je pense. On s'est un peu entrevu par message là, aujourd'hui, là, de savoir voilà, ce qu'on souhaitait vous bosser. rejoignez sur les mêmes. Oui. Oui, Ouais, ouais, ouais. On se complète, on se rejoint, voilà, c'est très bien. vous le faites Voilà. que. Et donc, vous Donc, ne pas ce qui vous a gêné. il y a eu, il y a eu certaines attitudes défensives où on a peut-être été un peu feignant sur les intérieurs et où on est venu défendre en urgence, quoi, sur pas mal d'actions de Pianenc. Donc voilà, pour moi, c'est mon point noir, quoi, sur Un ce peu plus de match-là. maîtrise à ce niveau-là. Exactement. Quels enseignements pour l'avenir vous pouvez tirer de ce match? Bon, même si c'est prématuré sur un premier match, une équipe qui avait aussi besoin de se retrouver, hein, Pierre, puisque bon, ça avait été pas mal chamboulé au niveau des effectifs. Les enseignements. Nous, on est sûr de nos forces aujourd'hui, quoi. Voilà. On sait où on veut aller, on a l'effectif, voilà, pour atteindre nos objectifs. Donc voilà, et on sait qu'on est sur le droit chemin aujourd'hui, quoi. Voilà, ça vous a confirmé un peu à vos certitudes. C'est ça. À la mi-temps, Clément Herrero regrettait que l'équipe n'ait pas été assez tueuse dans ce sens, qu'il y a eu des opportunités, que l'équipe ne les a pas prises, et que finalement on arrive à la mi-temps, ce score très, très étriqué. Alors que peut-être vis-à-vis de la domination, il y avait mieux à faire, hein. Bon, par contre, le message a été reçu, puisqu'après la pause, on a vu quand même beaucoup plus d'efficacité. Effectivement, je pense que bon, Clément, il a un peu raison dans son analyse, hein, mais quand on creuse un peu, pardon, qu'on regarde un peu les statistiques du match, etc., on se rend compte que finalement, on a, je crois, 18 chaînes, je crois, et qu'on en complète que la moitié. Donc je pense que la seconde mi-temps, voilà, on a été un peu plus patient, on a posé le jeu, etc., ça a été que bénéfique pour nous, quoi. Après, bon, compte tenu de ce qu'on a vu et compte tenu quand même des renforts qu'ils attendent, ce ne sera pas une facilité d'aller gagner à Pia, je pense. Il vaut mieux les avoir pris en ce moment, je pense, que C'est sûr. quand ils seront au complet, en plein nouveau. Évident. C'est certain, hein, eux n'étaient pas au complet, je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui n'étaient pas au complet sur ce premier match, dont la nôtre aussi. Donc, ouais, après, Pia, on sait voilà, que chaque année, ils essaient de faire un gros recrutement. Bon, leurs étrangers n'étaient pas encore arrivés, à l'exception de un ou deux, je crois. Oui, il y avait Nathalie et Mathieu. Voilà. Donc, ils avaient deux étrangers. Et voilà, les renforts attendus sont des renforts de poids, des joueurs expérimentés. Donc, ça peut être, comme vous dites, on les a pris peut-être au bon moment chez eux, quoi. Oui. Ce sera peut-être le cas d'autres équipes. On verra bien. Saint-Gaudens peut-être. Oui, on revient sur la courte défaite de Limoux à Albi. Ça a été un peu une surprise quand même. Ils perdent 16-18. Ils auraient gagné, je vois qu'il n'y aurait rien à dire, hein. Est-ce qu'on attendait un Limoux aussi qui a fait beaucoup rentrer de jeunes, tout ça? Est-ce qu'on les attendait peut-être à ce niveau? Est-ce qu'Albi n'était peut-être pas au niveau auquel on l'avait laissé? Il y a un petit C'est peu ce des sont des deux. matchs de début de saison, donc c'est vrai qu'on peut en tirer un peu Limoux son reste- contraire. Mais Limoux reste une place forte et sera un des prétendants aussi cette année. Ils attendent encore de nombreux joueurs qui vont arriver. C'est pareil, ils s'appuient sur un bon staff déjà et après des joueurs de qualité à tous les postes. Donc c'est pas si étonnant que ça. Et Albi, c'est la même chose. Il manquait aussi pas mal de joueurs. Donc c'est des effectifs qui n'étaient pas encore rodés. Donc que ça se tienne, c'est pas plus étonnant que ça. Et ça se joue à rien parce que Limoux Oui, aurait tout à très fait. bien pu l'emporter. donc la finale du Super 13 se déroulera le 6 juin prochain à Paris, donc au stade Jean Bouin, en ouverture du match entre les Dragons et Wigan. Comment vous avez accueilli collectivement cette décision? Pour vous, c'est un bon choix? C'est une super chose. C'est une super chose. Enfin, une vitrine pour le rugby à 13. Enfin, dans un. Alors, je ne dis pas que les gars à la Narbonne ou les autres stades le passé n'étaient pas dignes d'une finale.
Mais là, quand même, on va arriver dans On quelque monte chose à la de- capitale. Voilà, on va à la capitale, c'est prestigieux. Et pour une finale, jouer en ouverture d'un match de Super League, on a quand même plein d'éléments qui vont faire que l'événement va être réussi. Exactement. Le mot, c'est ça, c'est un événement et c'est assez rare pour le souligner chez nous. Dans un stade de Jean Moulin qui a une capacité de 20 000 places, donc qui est tout à fait raisonnable, mais qui est un petit bijou puisqu'il est tout neuf. C'est vraiment de belles infrastructures, il y a de quoi faire du spectacle. Et si on sait qu'il y a les supporters anglais qui viennent, les Français, parce qu'il y a beaucoup de trésistes sur la région parisienne, mais pas que, donc ils sont capables de remplir ce stade-là. Donc je pense que c'est vraiment une bonne chose pour notre mouvement. Si vous cherchiez peut-être aussi une source de motivation pour le 7e finale de championnat consécutive, vous l'avez peut-être tout trouvé là. C'est quelque chose en plus, mais... Le cadre correspondrait bien finalement. Ah, ben, si on À peut l'extérieur. faire une 7e, ça Oui, c'est ça sûr. serait déjà bien, mais je pense qu'on n'a pas besoin de ça pour nous motiver, pour en jouer une de plus, mais c'est quelque chose en plus qui peut nourrir certaines ambitions. Donc il faudra beaucoup d'excellence sportive, puisque c'est ce dont vous êtes responsable également. Tout à fait. Donc, votre mission. Ben, la mission, c'est un petit peu ce que je fais depuis pas mal d'années maintenant, et c'est un rôle complémentaire avec Teddy, avec Flo, on est interchangeables sur nos postes. Donc, quand on parle d'excellence sportive, c'est vraiment d'être le meilleur possible dans tous les compartiments. De tirer le meilleur de Exactement, mais ça passe de tout. Ça passe du recrutement, évidemment, ça passe le côté technique, le côté tactique, le côté physique, tout ce qu'on peut intégrer dans notre sport et notamment dans notre équipe de Carcassonne pour toujours faire mieux en fait. Parce que le plus dur, c'est ça, c'est d'arriver à toujours rester en haut, toujours viser les titres, toujours ne pas se lasser. Parce que j'entends beaucoup Pour justement, apporter de la nouveauté aux joueurs, il y en a aussi, assez. c'est important. Il y a les joueurs, c'est primordial, c'est eux qui jouent, tout simplement, c'est eux qui gagnent, c'est eux qui perdent, et nous on est là pour leur donner les bonnes armes pour arriver à toujours être en haut. C'est des fois le plus difficile. Et pour vous, c'est aussi enrichissant parce que c'est un travail collectif et avec, Exactement. Enfin, moi, avec le même objectif. Hein. moi, c'est mon moteur. Mon moteur, il est là. Je prends beaucoup de plaisir. C'est ma passion depuis que je suis né, on va dire. Et là, aujourd'hui, d'avoir Flo avec nous, avec Teddy, eh bien, c'est vraiment un plaisir renouvelé, on va dire, parce que ça amène de la fraîcheur, ça amène un nouveau discours. Et puis, nous, on se tire tous les trois vers le haut parce que on a toujours un team qui est toujours pertinent et on s'écoute et on échange. Et puis, à la fin, on amène des choses qui plaisent aux joueurs. Et des fois, nous, on est comme des gosses quand on voit certaines choses, on a beaucoup d'enthousiasme et c'est bien pour tout le monde. Donc, on sait que le budget est serré cette année, c'est un peu pareil pour tous les clubs. Hein. Donc au niveau du recrutement, les axes peut-être il y a eu moins de possibilités. Et quoique, à la sortie, il semble que l'effectif soit plus complet et plus équilibré. C'est comme ça qu'on fonctionne depuis longtemps. Fabien et Ludo ont pris la suite et sont dans la même mouvance. Et donc, du coup, voilà, on ne dépense pas plus que ce que l'on a. Ça, c'est un leitmotiv qu'on a depuis qu'on a recréé ce club-là. Et donc, on fait avec. Et le plus difficile pour nous, c'était déjà de garder tous les joueurs que l'on avait. Parce que, croyez-moi qu'il y a d'autres clubs qui viennent taper à la porte et qui viennent solliciter nos joueurs. Donc, déjà, ça, c'est une chose. Et puis après, on s'est posé tous les trois en se disant qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'équipe. Donc, on a des pistes de recrutement, on cible, on met un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3, et puis on a eu la chance d'avoir tous les numéros 1 qu'on voulait, donc c'est déjà pas mal. Et donc, quelle était la priorité ailleurs, le numéro 1? Qu'est-ce que vous recherchiez? On cherchait au niveau de derrière de pouvoir amener de la vitesse, un peu plus de puissance aussi, et puis surtout de mettre de la concurrence. Parce que c'est peut-être ce qui nous a manqué l'année dernière. Hein. Il y avait la blessure de Vincent, la blessure de Bastien de suite. Et donc, on a été un peu dans l'urgence. On n'a pas eu de chance avec le recrutement de Clark qui a eu des problèmes familiaux et du coup qui n'a pas pu donner son plein potentiel. Donc, forcément qu'on n'a pas pu amener la concurrence qu'on voulait. Donc, ce qu'on voulait, nous, c'était vraiment avec les jeunes, parce qu'on a intégré aussi beaucoup de jeunes première année, mettre de la concurrence au sein de ce groupe, mais que tout cela soit sain en fait. Et c'est exactement ce qui se passe.
Et il y a beaucoup d'entraide dans ce groupe et la journée cohésion l'a bien démontré aussi. Et dimanche, on l'a ressenti, on l'a retrouvé sur le terrain. Tous les axes sur lesquels on avait travaillé ont bien marché. Il faut maintenant continuer à persévérer dans ce sens. Donc, ce samedi 5 octobre, donc à 13h30 pour l'U19, à 15h30 pour l'élite, Carcassonne 13 reçoit Saint-Gaudens. Saint-Gaudens qui a un début de saison quand même relativement compliqué puisqu'ils ont changé d'entraîneur quelques semaines ou quelques jours avant le début de la saison. Et Saint-Gaudens qui a pris un carton quand même 40-0 chez eux contre Avignon pour la rencontre initiale. C'est étonnant quand on voit. Donc, soit ils arriveront hyper revanchards, soit ils ont le moral au fond des chaussettes, mais il faudra quand même les prendre en considération et avec respect. Après, on n'a jamais, à Carcassonne, on n'a jamais galvaudé personne, on n'a jamais sous-estimé une équipe, on s'est toujours préparé pour affronter avec le plus grand respect les joueurs qui se présentaient sur la pelouse de Domecq, et ça sera exactement le cas ce samedi. Donc, on a vu l'équipe qui était alignée de Saint-Gaudens. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui ont fait qu'il n'y a pas eu trop de chance sur ce match-là. Il rentre bien dans le match et puis après, bon, voilà, il y a quelques faits de jeu qu'il est... On s'attend à une grosse opposition face à des joueurs très revanchards. Et je le disais pour la petite histoire, sachez que l'an dernier, le match d'ouverture opposait également Saint-Gaudens à Avignon, mais en Avignon. Et Saint-Gaudens avait gagné par 40 points d'écart, il avait gagné 58-18. Comme quoi, en un an, il peut s'en passer des choses. Je pense qu'il faut aussi rendre à Avignon qu'ils ont fait un très gros match. Et quand on a suivi un petit peu leur évolution, je sais qu'ils ont énormément travaillé, ils se sont très très bien préparés. Oui, ça me fait de bruit. C'est toujours facile de dire qu'une équipe n'a pas été forte. Il faut aussi dire que je pense qu'Avignon a fait un gros match et c'est très bien préparé. Et avec les jeunes, la formation qu'ils ont, les joueurs étaient prêts physiquement, tactiquement et techniquement. Alors, cette première journée Super 13 a vu une innovation de taille, en ce sens que les arbitres sont équipés maintenant de micro-cravates qui permet pour les personnes qui regardent les matchs sur YouTube donc d'avoir le commentaire de l'arbitre. Quel est votre ressenti sur ça? Est-ce que ça a été efficace sur le match de Carcassonne-Pierrat? Oui, et puis même sur tous les autres matchs. Quand vous regardez un match, vous avez des éclaircissements sur ce qui se passe. Et des fois, quand vous avez un doute, qu'est-ce qui a été sifflé ou qu'est-ce qui se passe là, au moins on le sait. Nous, c'est une évolution. Moi, je la demande depuis 2019. Après le stage des Roosters, j'avais, avec Fred Robinson, ils ont un talkie-walkie dans la loge où ils écoutent les arbitres. Et là, je pense que c'est encore mieux parce que les arbitres sont allés plus loin dans la réflexion, parce que là, au moins, même le débutant qui découvre un match a les explications. Je pense que c'est bien pour tout le monde, pour les joueurs, pour les spectateurs, pour les arbitres aussi. C'est au niveau de la pédagogie, c'est une bonne chose. Exactement. Maintenant, on va parler du dernier match de la première journée. Donc, c'était Villeneuve qui recevait Saint-Estève Catalan et qui s'est imposé 32-22 chez eux. Bon, un score logique, si on peut dire. Sur une rencontre qui a été quand même assez équilibrée. C'est une grosse assez proche. Oui, c'est ça. Et puis, Villeneuve, c'est sur la continuité de l'an dernier. C'est une équipe qui est performante et qui a performé. Et les jeunes Catalans ont démontré là que c'est quand même une équipe qui est très rangée. Ils mènent à la mi-temps, 16-14. Beaucoup de joueurs ont connu peut-être leur première feuille Super 13 ce week-end-là. Et ils ont démontré qu'ils avaient largement le niveau et que je pense qu'au fil des matchs, ce sera une équipe compétitive qu'il ne faut pas négliger non plus. Et bien voilà, monsieur. Pour votre fin. Merci de votre participation. Donc, bon entraînement, puisque vous allez rejoindre vos joueurs. Merci. Et que vous les préparez à la meilleure condition possible pour Saint-Gaudens. Mais avec les capacités que vous avez les uns les autres, il ne va pas y avoir de soucis. Et je vous demanderai de demander à Didier Palanque, si vous ne le voyez pas là, de nous rejoindre sur ce plateau. Ok, très bien. Merci beaucoup. Au revoir. Didier, tout d'abord, merci de nous recevoir au sein de cette Cité des Sports. Donc, cette Cité des Sports qui est un peu votre enfant, puisque vous l'avez vu grandir, évoluer. Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu l'historique de cette structure? Écoutez, c'est un plaisir déjà de vous accueillir ici, dans cette belle maison, qui est un des plus beaux établissements du Languedoc. On a ouvert le 23 septembre 2023. On a ouvert avec beaucoup d'espoir et puis depuis lors, on s'est rendu compte que les espoirs qu'on avait placés dans cet établissement sont au rendez-vous de ce qu'on attendait. On a été labellisé 3 fois centre de préparation aux Jeux Olympiques. On a eu la porte-drapeau de l'équipe sud-africaine championne du monde de barre asymétrique qui est venue préparer Paris 2024 à Carcassonne. Et depuis, les rendez-vous des ligues, des districts et des fédérations s'enchaînent sur la Cité des Sports. Alors, certains
Aïe. qui sont peut-être plus jeunes, ne savent pas que vous avez eu un passé de joueur, puisque vous avez porté dans les années 80-90, vous avez porté le maillot jaune et noir de Carcassonne pendant plusieurs saisons. Et vous avez eu notamment une Coupe de France en 91 et une finale du championnat de France gagnée en 92. Oui, un beau souvenir. Voilà. 91 parce que c'est un essai en finale en plus à Albi. Et donc un merveilleux souvenir. Contre qui vous aviez gagné? Saint-Estève. Saint-Estève. Voilà. Oui, à l'époque c'était assez fréquent. Ouais. On se jouait les finales. On avait perdu en Narbonne d'un point. Et l'année d'après, on gagne en finale à Albi d'un point. Voilà. On le leur rend. Donc aujourd'hui, désormais, vous êtes le directeur du service des sports de la mairie de Carcassonne. Ce poste, vous l'occupez depuis combien de temps? Depuis 12 ans maintenant. Depuis 12 ans, un beau service, 90 agents, un beau service. On a 7 gymnases, 18 terrains de sport, un hippodrome, une base nautique, une piscine, et puis bien sûr le bâtiment phare, la Cité des Sports. En nombre de clubs, ça représente quoi le sport sur Carcassonne? Vous avez dit 57 associations. Combien? 57 associations subventionnées par la ville. Ouais. Et quels sont les clubs locaux qui comptent le plus de licenciés? Dans quelle discipline? Quelle est la discipline la plus porteuse? Le foot, le rugby, les disciplines qu'on connaît, quoi, qui sont les sports collectifs. Oui, les sports collectifs. Bon, la ville a de la chance de posséder 2 équipes à haut niveau en rugby, que ce soit l'USC ou bien Carcassonne 13. Oui. Est-ce que dans la gestion des stades, des fois, ça ne peut pas créer des difficultés parce que tout le monde n'a pas les mêmes calendriers, forcément? Et est-ce que ça vous pose réellement des problèmes ou bien vous êtes arrivé à un consensus qui fait que chacun trouve sa place quand il en a besoin, sans qu'il y ait de problème particulier? Je ne peux pas vous dire que ça ne m'en a pas posé, comme ça en a posé à beaucoup d'entre nous. Finalement, c'est une affaire d'hommes. Quand on a affaire à des gens intelligents, tout se passe bien et depuis 3 ans, que ce soit avec l'USC ou bien sûr avec la SC, ça s'est toujours bien passé avec la SC. Avec l'USC, ça a été un peu plus compliqué. Mais je dois dire que, voilà, que ce soit le président de l'USC, que ce soit les entraîneurs, le staff technique, tout le monde est au diapason de ce que souhaite la ville et ça se passe merveilleusement bien. Et là, mettons, quand les clubs ont des besoins ponctuels, ils s'adressent directement à votre secrétariat? Non, c'est monsieur le maire. C'est monsieur le maire carrément? C'est monsieur le maire qui m'a mis une annotation et puis en fonction, avec Yazid, on fait ou voilà. D'accord, d'accord. Donc, une des totales réussites, c'est, je pense, le passage, j'allais dire, fréquent et régulier du Tour de France au pied de la cité. Oui. Puisque vous en êtes à combien d'arrivées d'étapes, vous, à titre personnel? Moi, je suis à 7 organisations. Du Tour de France, un beau travail avec ASO, qui est une maison formidable aussi. Et puis, on a eu aussi l'accueil de la Flamme Olympique en 2024, grosse organisation aussi avec Paris 2024. Un peu plus compliqué parce que, effectivement, ils ont moins de bouteilles. Le Tour de France, c'est tous les ans, la Flamme Olympique, c'est tous les 100 ans. Donc, il a fallu s'ajuster, mais le travail fait avec ASO tous les ans, fréquemment, nous a aidé à bien collaborer avec Paris 2024. Vous aviez déjà la dimension d'une grosse épreuve. Voilà. Par contre, si cela constitue une aubaine pour la ville, le passage au Tour de France, pour le service des sports, ça doit être quand même une charge assez particulière, d'autant que vous êtes, je crois, structure pilote. C'est vous qui vous occupez un peu de l'ensemble, que ce soit la sécurité, de tout. C'est ça. Donc là, le boss sur tous les services pratiquement de la ville. Je coordonne les services de la ville. Et je coordonne aussi toutes les institutions qui sont prises à partie dans ce projet, que ce soit la RTCA, la Régie de transport des carcassonnaise, que ce soit la région, que ce soit l'aéroport quand le tour passe près de l'aéroport, que ce soit la préfecture, etc. Ça vous prend combien de temps une organisation d'une c'est 6 mois. C'est 6 mois. 6 mois de travail, ouais. 6 mois de travail à moi et à tous les directeurs de service et tous les chefs de service. Et combien de temps à l'avance vous êtes informé du passage de l'étape? Le 23 octobre cette année. Comment? Le 23, au mois d'octobre en principe. C'est au mois d'octobre, on commence à y travailler en janvier avec ASO, puis ça se poursuit jusqu'à l'arrivée qui était cette année le 20 juillet. D'accord. Et quand vous avez l'étape, après, vous ne savez pas si c'est d'entrée, vous disent ce soir une arrivée, il y aura un jour de repos éventuellement. On sait ce qu'on accueille. Une arrivée, un départ, un jour de repos, une arrivée, un départ. On sait ce qu'on a. Et souvent, il se trouve que les arrivées se font
à proximité du 14 juillet. C'est vrai Oui. que le tour se fait en juillet. C'est vrai. Voilà. Je crois qu'on associe Carcassonne avec le 14 juillet Oui. par le feu d'artifice. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'on est souvent au centre, au milieu de la grande boucle, au milieu du grand rendez-vous. Ouais. Donc on arrive en fin de deuxième semaine où voilà, et on est souvent aux alentours du 14 juillet. Et une étape nocturne ponctuée du feu d'artifice. Oula, une étape diurne, c'est costaud. Vous êtes jeune. Ouais. Le 14 juillet nocturne, c'est costaud aussi. Alors les deux, imaginez les deux. Oui, vous avez évoqué après le passage de la flamme olympique. Donc ce qui est plus difficile à gérer, c'est que c'est moins concentré sur un lieu, un lieu fixe. Oui, ouais, ça a été. Puis on était à une période quand même relativement chaude. Donc on a eu un travail avec le RAID, on a dû travailler. Voilà, la sécurité, c'était sensible à cette époque-là. Et justement, dans le milieu sportif, on fondait beaucoup d'espoir sur les Jeux Olympiques Paris 24, puisque c'était. Mais justement, quand on parle avec les associations, tout ça. Ouais, l'héritage n'est pas vraiment au rendez-vous. Les gens disent que voilà, le ruissellement n'a pas eu lieu. Non, l'héritage n'est pas vraiment au rendez-vous. Et quand on a entendu ce matin d'ailleurs le chiffre du déficit, je ne sais pas si vous l'avez entendu, ceci peut expliquer cela. Ouais. Sur Carcassonne, justement, quand même, le passage de cette flamme, ça a amené quoi? Bon, peut-être à des restaurateurs, tout ça. Oui, ça a amené du public, déjà. Hein. On n'était pas. Quand Paris 2024 nous annonçait 7 à 8 000 personnes sur le site de la flamme, on n'y croyait pas trop. Finalement, on les a dépassés. On a eu plus de 10 000 personnes. Les JO en eux-mêmes nous ont aidés, nous, parce que ça a quand même motivé tout le milieu sportif carcassonnais. Vous l'avez au niveau des descriptions ici, au niveau de la structure. Oui. Bon, alors là, on a les Jeux Olympiques, c'est vrai, qui ont aidé, hein, mais il y a aussi la structure qui a aidé. Hein. On a le matériel de gymnastique qui était à Paris 2024. On a la salle de danse qui est labellisée CPJ Breaking. On a les dojos, qui est un des plus gros dojos d'Occitanie, qui est labellisé sport de combat aussi. On a le stade maintenant qui est labellisé aussi. Donc, tout ça a créé une émulation quand même. Mais c'est vrai que le soufflet tente à tomber maintenant. Ouais. Professionnellement, de quoi êtes-vous le plus fier à ce jour? D'avoir fait de la direction des sports un service à part entière, un service de projet. C'est plus uniquement un service de garderie et d'entretien, c'est un service de projet. On a développé énormément de projets en direction de toute la population, sous l'impulsion de Monsieur le maire, bien sûr, et de Yazid, hein, qui sont des éléments moteurs fondamentaux. Hein. Mais c'est vrai qu'on a su fédérer derrière cet engouement. Vous en avez dans les tuyaux encore quelques-uns? À venir, mais bon, au moment, on va le garder secret encore. Est-ce que vous avez un regret marquant? Quelque chose que vous auriez voulu faire et que vous n'avez pas pu faire, ou que vous auriez eu l'idée de faire? Hein? Non, pas de vrai regret. Non, je préfère me tourner, me souvenir des bons moments. Voilà. Il y a eu assez de mauvais moments, je préfère garder les bons. Et pour en terminer, donc, en matière de sport à Carcassonne, quel message feriez-vous passer au prochain maire de Carcassonne? Il y a de beaux projets à faire. Moi, je finirai bientôt, hein, mais il y a de beaux projets à faire. Il y a un stade à améliorer, il y a une belle tribune à faire, il y a un stade d'athlétisme à créer, il y a encore de belles structures à créer. C'est des projets qui sont démarrés, ça, ou c'est... C'est des projets qui sont dans les tuyaux. Dans les tuyaux, d'accord. D'accord. Eh bien, écoutez, Didier, je vous remercie pour votre franchise. Ça a été un grand plaisir pour nous de vous rencontrer en ces lieux qui vous sont chers. Merci. Voilà, et on vous dit à la toute prochaine. Bonne continuation. Merci à vous. Merci. Au revoir. Voilà, et maintenant nous allons accueillir donc Gérard Lara, le premier magistrat, et Yazid Larech, son adjoint délégué au sport, qui nous font l'honneur de nous rendre visite, accompagnés de Fabien Albert et de Ludovic Véraille, les deux présidents de Carcassonne 13. Installez-vous, messieurs, je vous en prie, madame. Nous sommes donc maintenant Gérard Lara, le premier magistrat, et Yazid Larech, son adjoint délégué au sport, qui nous font l'honneur de nous rejoindre sur ce plateau, accompagnés de Fabien Albert et Ludovic Véraille, les deux coprésidents de Carcassonne 13. Yazid, on connaît votre attachement à Carcassonne 13, donc. Hein. Comment avez-vous vécu le dénouement de la saison passée par cette défaite à Albi d'une courte tête? Je me remets toujours. Puisqu'on s'était revus juste avant. On s'était vu avant. Non, mais déçu, hein, je pense qu'on va l'ensemble des Carcassonnais et de tous les dirigeants
de tous les amoureux du trade chez nous, là, dans le Carcassonnais. Ouais, on savait qu'on avait une équipe qui aurait pu être championne et qui aurait pu, bien entendu, éviter ce doublé. Mais bon, après, c'est le sport, il y a eu des blessés, une saison difficile. Ali qui a réussi à sortir son épingle du jeu et à faire une magnifique saison en étant champion. Donc ça permet aussi de rabattre un peu les cartes et cette année de commencer une nouvelle saison en n'étant pas favori du coup, en outsider. Et ça, je pense que ça va plaire à Carcassonne. Il y aura moins de pression. Beaucoup moins de pression. Dominique Balou, le président de la Fédération de rugby à 13, vient d'annoncer le projet de création d'un véritable championnat professionnel en France à l'horizon 2027, qui regrouperait entre 8 et 10 équipes. Bon, la barre n'est pas encore fixée. Hein. Je sais que c'est un projet qui vous plaira, parce que l'année dernière, justement, quand on avait évoqué le format de la compétition, vous disiez qu'il n'y aurait pas une grande équipe à Carcassonne pour aller jouer à l'extérieur, tant qu'il n'y aurait pas une grosse compétition. Ah, ça c'est sûr. Il faut un gros championnat de France, je pense, pour que derrière on puisse aller jouer ailleurs, comme une grande équipe de France. On le voit d'ailleurs au handball, on le voit sur le basket, on le voit sur le foot. Donc si on a un grand championnat de France qui va chaque week-end avoir des matchs importants, des matchs avec enjeu et surtout du public derrière qui suit, je pense que derrière ensuite on peut commencer à construire et à pouvoir aller rivaliser avec les meilleurs championnats au-delà des Anglais et les Australiens qui sont au-dessus. Mais déjà, vous voyez que la France a quand même un championnat qui mérite d'être vu et voilà de pouvoir rivaliser avec des compétitions en Angleterre. Et Carcassonne aurait bien sûr toute sa place. Oh, ben, bien entendu, Carcassonne, on est le fleuron de cette compétition et j'espère, et c'est un peu chauvin quand je le dis, mais en tout cas, voilà, Carcassonne 13 fait depuis de nombreuses années des efforts très importants pour justement être figure de proue dans ce championnat et je sais qu'ils le seront. Bon, à l'heure du professionnalisme, on sait qu'il est très difficile de conjuguer emploi du temps professionnel et activité sportive. Bon, il y a beaucoup de joueurs, enfin, il y a de nombreux joueurs de Carcassonne 13 qui travaillent au service de la ville. Hein. Et est-ce qu'ils ont des horaires aménagés pour trouver le temps nécessaire Alors, quand il n'y a pas de match en semaine, ici, ils travaillent comme tout le monde, mais après, ils arrivent, eux, à s'aménager quand même leur temps. Je sais que notre directeur des sports, Didier, arrive quand même aussi à les ménager quand il y a des compétitions importantes. Et souvent, quand il y a des victoires, après, monsieur le maire arrive quand même à leur offrir de temps en temps quelques jours de repos pour qu'ils puissent justement fêter ça de la meilleure des façons. Mais après, c'est vrai que on arrive quand même à leur aménager les horaires avec du travail le matin pour qu'ils puissent ensuite s'entraîner le soir et être plus à l'aise dans la tête. On sait les contraintes qui pèsent sur les budgets des collectivités territoriales, notamment sur les communes. Si ces budgets venaient à être restreints, est-ce que le sport pourrait être impacté à forte dose, quoi, j'allais dire, si aujourd'hui les collectivités ne suivent pas les sportifs et notamment les clubs amateurs, professionnels ou autres, on va vers de graves difficultés. On a en plus un désengagement de l'État depuis quelques années et notamment encore cette année puisqu'on a vu encore la baisse avec l'annulation et la réduction du passeport. Donc ça aussi pour les 6-13 ans. Donc ça aussi je trouve que c'est une décision très difficile et qui va pas dans le bon sens et qu'en plus en France on a eu les Jeux Olympiques l'année dernière, on a voulu jouer sur un héritage mais malheureusement c'est très compliqué à avoir derrière les suites. Et non, nous les collectivités, notamment Carcassonne, monsieur le maire a tenu justement encore cette année à maintenir les subventions, malgré que dans beaucoup de villes et beaucoup de départements et régions, ça a baissé lourdement. Et on a même augmenté certaines pour justement leur prouver qu'ils faisaient du bon travail. Et là aussi, c'est très important d'être derrière son club parce que c'est aussi la vitrine de la ville. Tous les clubs de Carcassonne sont la vitrine de la ville. Et ça, c'est très important. Donc le sport reste une priorité à Carcassonne. Pour moi, le sport est une priorité. Et pour monsieur le maire, je pense que, vu ce qu'on fait depuis ces 5-6 ans de mandat où je suis élu au sport, je pense qu'effectivement, c'est l'une des priorités sur les 6 derniers ans qu'on a pu faire. La ville a beaucoup investi sur le site Domecq. Est-ce qu'il y a encore des aménagements qui sont programmés, dans les mois ou dans les années à venir? Nous, on aimerait, bien entendu, qu'on aimerait toujours améliorer. Il y a cette tribune Canal du Midi qui commence à être vieillissante puisqu'elle a été faite en 1936 et c'est très compliqué. Maintenant, la ville, comme j'aime à le dire et il faut aussi le dire, ne peut pas supporter tous les investissements. Il faudrait un projet commun avec la communauté d'agglomération, le département et la région pour qu'on puisse avoir justement une tribune, peut-être refaire la tribune Canal du Midi parce que aussi bien Carcassonne 13 que d'autres clubs de la ville sont des clubs de la ville, mais aussi du territoire. Et tout le monde vient dans les tribunes à Domecq. Donc, il faut que tout le monde aussi s'investisse là-dedans. Il faut que ce soit un projet porté par l'agglo, donc la ville, le département, tout le monde peut venir et on accepte tout le monde. Fabienne,
et Ludo. Donc, je vous laisse le choix de répondre, ce qui vous ira bien. Et donc, vous êtes tous les deux en poste depuis un an, là. Sur quel secteur pensez-vous que la priorité doit aller? Sur quel secteur on doit travailler surtout pour que les choses soient plus simples au sein du club et voilà. Tout d'abord, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est avec grand plaisir d'accueillir aujourd'hui pour ce premier Parlons Carcassonne 13 et d'avoir à nos côtés Monsieur le maire Gérard Lara et son adjoint au sport Yazid à nos côtés. Et merci de nous recevoir dans ce magnifique lieu de la Cité des Sports qui est quand même un endroit magnifique pour tous nos sportifs et d'autant plus nos joueurs aussi également de rugby à 13 qui viennent rejoindre ce site pour les préparations de matchs ou autres. Donc, L'objectif prioritaire. les secteurs prioritaires, mais on le sait tous, hein, c'est la finance aujourd'hui qui est le plus important. Donc, la priorité pour nous, pour les années à venir et pour les saisons qui défilent au fur et à mesure, le partenariat est quelque chose de très important malgré une conjoncture quand même financière qui est très délicate au niveau de l'entrepreneuriat et de tout ce monde professionnel. Ensuite, il faudra favoriser également notre communication, qui aujourd'hui, nous avons quand même une communication sur le seul club de Super 13 qui est quand même importante parce que on est le seul, pas le seul, mais on est le club quand même majeur qui diffuse tous les matchs en direct et qui font beaucoup de communication pour nos partenaires et pour notre ville et notre discipline. On sait que si les joueurs et le staff s'investissent professionnellement, hein, puisqu'il faut les choses vraiment professionnellement, ils n'en ont malheureusement pas le statut. Donc, et que le club fonctionne grâce à des bénévoles. Est-ce que vous ne pensez pas que dans l'avenir, on va peut-être atteindre un plafond de verre qui fera qu'on ne pourra pas aller plus haut avec des bénévoles? Bon, mais le bénévolat, effectivement, tend à disparaître, hein, on le voit, mais bon, c'est un repli, c'est un phénomène de société, hein. Les gens vivent beaucoup repliés sur eux-mêmes, pensent à eux, et donnent de moins en moins, en tout cas, de leur temps pour des associations sportives notamment, hein. Mais bon, on aime à croire que si on y croit au projet, hein, de toute façon, sinon on ne serait plus là. Mais on aime à penser que notre championnat, on l'espère, va se professionnaliser et à ce moment-là attirer quand même des personnes qui ne sont pas encore investies dans le club. Après, effectivement, ça va avoir ses limites, hein. Il va falloir peut-être qu'on ait une gestion professionnelle ou en tout cas semi-professionnelle. Oui, parce que fonctionner avec subvention, c'est vrai que ça atteindra un jour ses limites, malheureusement, quand même. Exactement. Même si c'est un peu plus conséquent d'une année à l'autre, c'est toujours compliqué, quoi. Donc, ce qu'il faut peut-être aussi que les gens sachent, c'est que le budget a été revu à la baisse sur Carcassonne 13 cette année, à hauteur de 10% à peu près, ce qu'on avait évoqué. Je crois qu'il est à 750 000 euros. C'est ça. Donc, vous avez été obligé de faire des choix, hein, puisqu'il fallait baisser les dépenses. Quels étaient les secteurs qui ont été touchés en priorité? Alors, on a essayé de gratter un peu partout, hein, parce que ben, on y a été contraint. Les joueurs, on tient à le saluer, ont fait quand même vraiment un gros effort parce que ils se Joueurs sont et staff, hein. oui, joueurs et staff, hein, tout le monde vraiment a joué le jeu, n'a pas rechigné à baisser, en tout cas sur les salaires qu'ils touchaient, qui n'étaient pas mirobolants, hein, on l'a dit, on n'est pas des professionnels, hein, donc vraiment un gros coup de chapeau à eux. Ensuite, voilà, tout ce qui était dotation de véhicules, par exemple, voilà, on a revu à la baisse également. Tout ce qui va être dotation également équipement sportif extra terrain, hein, c'est-à-dire tout ce qui était vêtements, etc. On redote, mais on ne refait pas le pack complet, hein, on va faire des réassorts. Donc voilà, il y a plein de petits secteurs comme ça. Sur les déplacements également, là on est allé à Pia. On a pris des minibus pour les juniors parce qu'il y en a encore qui n'ont pas le permis de conduire, donc on a fait avec des minibus, mais l'équipe de Super 13 n'a pas lésiné à prendre les voitures parce que il faut savoir que les déplacements coûtent très cher. Un déplacement à Pia, un bus c'est 860 €. Voilà, rien que pour aller à Pia, 1 heure d'autoroute. Hein. Donc et je vous dis pas quand on va à Villeneuve ou quand on va à Avignon ou à Villefranche de Rouergue. Bon, voilà, ce sont des budgets assez conséquents.
Au niveau des recettes, vous entendez mener plusieurs actions. Donc, une déjà qui est prioritaire, et je pense que vous pouvez passer le message, c'est que ceux qui veulent récupérer des cartes d'abonnés, c'est-à-dire pour assister aux 10 matchs qui se joueront à Domecq, peuvent encore le faire. Alors, je ne sais pas donner les renseignements sur le prix. En pleine campagne et campagne d'abonnement. Donc, effectivement, il y a encore des abonnements à prendre avec quand même une carte de 60 € pour 10 matchs à domicile. C'est donné. Au vu de nos clubs voisins, on s'est aperçu quand même qu'on était vraiment pas très cher. Où est-ce qu'on peut se les procurer? Comment? Où est-ce qu'on peut se les procurer? On peut se les procurer au siège. Il y a la secrétaire qui est là tous les jours, du matin jusqu'à la fin d'après-midi. Et puis, il y a des cartes d'abonnés, il y a des cartes de dirigeants, il y a des cartes fédérales qui peuvent être vendues. C'est avec grand plaisir que les gens peuvent venir au siège, acheter des cartes et ils seront pas déçus de leur investissement et puis des résultats sportifs qu'il y aura sur le terrain du stade Albert Domecq. Ouais. À noter juste qu'il y aura aussi 22 cartes à l'entrée du stade ce week-end, puisque c'est le premier match de championnat à domicile. Donc, exceptionnellement, on vendra aussi les cartes à l'entrée. On sait que l'une des caractéristiques Carcassonne 13, c'est le côté familial que dégage ce club. Hein. Et pour l'entretenir, vous aviez aussi pensé à l'organisation, chose que vous aviez déjà essayé la saison passée, l'organisation de brunch avant les matchs. Alors, oui. Donc, si vous voulez en dire un petit mot, peut-être. Possiblement, on a rechangé un peu le mode un peu festif qui est autour du stade. Et donc, on avait commencé l'année dernière à mettre quelques brunchs d'avant-match. Et puis, ça a très bien marché avec des manches debout, c'est plus convivial. Il y a du roulement, les gens font de l'échange. Les partenaires sont quand même contents parce que il y a des partenaires qui se joignent à nous. Et donc, il y a beaucoup d'échanges autour de ces brunchs qui se font avant le match parce que ça fait partie quand même d'un moment festif avant un match de rugby. Il serait bon aussi peut-être que vous donniez les nouveaux horaires donc, qui ont été appliqués le samedi. Ce sera à partir de 13h30 pour les U19. Hein. Alors oui, donc normalement à partir du mois de novembre. Donc on a revu, suite à avoir eu quelques échanges avec Didier Palanque et Yazid lors de la réception à l'hôtel de la Cité pour un peu améliorer nos horaires de match. Donc on les a décalés le samedi à 16h30 il y aura les U19 et à 18h30 il y aura le match. Ça a été reculé. À partir du 8 novembre. Ça a été reculé. Donc il y aura un moment festif aussi après le match qui terminera aux alentours de 20h avec une petite réception où les gens pourront se restaurer tout autour du stade et profiter des moments d'après-match et de lier un peu le partenaire et tous les abonnés, et les joueurs et la vie du club. Les derbies, toujours le dimanche, avec un repas d'avant-match. Oui, ça on garde. En plus cette année, pas une formule qui gagne. non, en plus cette année, on tombait sur des doublons avec l'USC qui jouait le vendredi, mais ça ne nous dérange pas parce que les derbies, historiquement, on a toujours joué le dimanche et c'est vrai que toujours le gros repas, par contre, sous la structure, là on n'est plus sur des brunchs, on est vraiment sur des repas où on va mettre en avant des partenaires et puis il y aura des actions, mais on aura l'occasion d'en reparler pour les prochaines émissions. Un petit mot peut-être sur l'action des Furieuses de Philippe Arnaud et de Jean Planel, qui ont réussi quand même leur tour de force d'animer pour une première année. Ça a été... Oui, effectivement, donc on les remercie beaucoup. Hein, donc Jean, Philippe Allo et toute l'équipe de Los Furios. Ils sont peut-être en train de laisser la santé, mais il faut du bon boulot. Qui ont démarré déjà la saison dernière avec la préparation de cette finale où ils ont déplacé beaucoup de monde en Narbonne avec tous ces bus qui nous ont été mis à disposition par Carcassonne Agglo. Et donc, oui, félicitations à eux, à toutes leurs équipes de faire un peu bouger les abords du stade de par leur esprit festif qu'ils ont un peu au centre-ville et toutes les personnes qui côtoient de part et d'autre dans les rues du cœur de ville et qui essayent de nous rapatrier toutes ces personnes-là au stade, autour de la buvette et tout autour de nos matchs debout.
Félicitations à eux, oui. Ouais, et puis on peut souligner que tout a été fait intelligemment, c'est-à-dire que on a quand même un club des supporters qui est le club des Joyeux Canaries, hein, qui était quand même qui est très très actif. Institution. Voilà, c'est vraiment historique et ils ont réussi effectivement à trouver une entente, un terrain d'entente et ils sont très complémentaires en fait. Et ça c'était très important pour nous aussi. Pour retrouver le terrain, là, quel objectif avez-vous fixé tantôt à l'équipe Super 13 comme 19? Alors les objectifs, ça a été toujours les mêmes. On essaye de garder le cap. Donc cette année, pour l'équipe U19, donc nous avons 28 joueurs U19, avec beaucoup de garçons qui sont dans des centres de formation, que ce soit le Crêpes à Toulouse, le pôle Esport de Carcassonne. Donc nous avons une belle équipe de juniors avec une majorité de jeunes qui arrivent de notre centre de formation qui est l'académie. Donc quand même, c'est important aujourd'hui que ces garçons arrivent et puis qu'ils commencent à goûter ce que c'est d'arriver dans un grand club. Et donc on a de belles ambitions en junior avec un bon staff, une bonne équipe de logistique qu'on a mis en place aussi également. Bien évidemment, beaucoup de bénévoles gravissent autour de ces jeunes pour les faire évoluer. Mais on a eu un pas si mauvais résultat à Pia. Ça a été très bien malgré la défaite. Mais nous allons quand même continuer à travailler dur parce que nous avons quand même des jeunes qui sont durs au mal et puis qui aiment leur maillot et qui aiment la ville de Carcassonne et qui veulent essayer d'avoir un titre à la saison prochaine parce qu'il y a fort longtemps que sur la catégorie junior, on n'a pas eu de titre. Bon, ça a une progression au fil des ans quand même. Voilà, il y a une progression au fil des ans, mais on va continuer à faire travailler les jeunes, c'est le but. Et en ce qui en est du Super 13, eh bien sûr que on a commencé par une première journée à Pia avec une grosse rencontre où je tiens à féliciter nos joueurs, nos staffs sportifs et toute l'équipe de bénévoles qui est autour de eux, parce que nous avons fait une représentation en terre catalane, plutôt sur un match de fin de saison avec un gros rythme physique et un super match. Félicitations à Pia aussi, hein, parce qu'il faut 2 équipes pour faire évoluer notre discipline. On a vu quand même une première journée de championnat, je dirais, de haut niveau. On peut être optimiste, je crois. Sur ce qu'on a vu à Pia, effectivement. On est optimiste. Après, il faut qu'il y ait beaucoup de paramètres qui soient, hein, donc éviter qu'il y ait des blessés et tout un tas de choses qui des fois peuvent faire que, on l'a vu la saison dernière, comment ça a été. Mais on a quand même l'objectif d'amener au plus loin possible nos couleurs. À Paris. À Paris. À Jean-Mouin. Voilà. Nous sommes à quelques mois des élections municipales, hein, donc. Quel message vous voudriez faire passer au prochain maire de Carcassonne? Bonne question. D'abord que le prochain maire de Carcassonne ait bien en tête que quand même Carcassonne 13 est un club historique de la ville. Et que ça, il ne faut pas l'oublier. Et ensuite, je pense que un maire à Carcassonne, il faut qu'il soit carcassonnais, parce que ça reste quand même une ville qui est, on va dire un gros village, c'est une ville, mais quand même tout le monde se connaît. Il y a quand même un esprit sur Carcassonne qui doit être, qui doit perdurer. Et pour moi, le message essentiel, c'est ça. C'est penser que Carcassonne 13 est un club historique et que les gens s'identifient quand même beaucoup à ce club et les Carcassonnais s'y retrouvent. À vous l'entendeur. Donc, monsieur le maire, votre fils Nicolas a été pendant plusieurs années président de la fédération de rugby à 13, c'était dans les années 2004-2012, et il militait notamment pour la limitation du nombre d'étrangers au sein des clubs, au sein des équipes. Bon, par contre, c'est vrai que ce qui était vrai peut-être à cette époque-là l'est un peu moins aujourd'hui, parce qu'on voit quand même que l'apport des étrangers a fait élever le niveau de la compétition. On ne peut plus jouer qu'avec des joueurs français, très honnêtement. Enfin, sur certains postes notamment, c'est vrai que ça amène un plus. Ça amène plus de spectacles, ça amène plus d'engagement physique. On a tout à gagner. Est-ce que vous soutenez encore, vous, ce que pensait votre fils, ou vous avez une approche plus... Mon fils pense qu'il veut. Moi, je pense que je veux. Donc, vous pensez quoi? Je suis d'accord avec vous. Effectivement, l'apport d'étrangers a pour effet de valoriser le jeu, de donner une vision particulière de l'engagement physique,
Et ce sont des gens, quel que soit leur niveau d'ailleurs, et quel que soit leur âge aussi, qui apportent toujours une plus-value. Et comme disait le coprésident, la plus-value doit intéresser non seulement les joueurs avec lesquels ils évoluent, mais la plus-value doit concerner également les jeunes qui montent. Et je pense que ces joueurs qui arrivent de l'extérieur, des joueurs professionnels de manière générale, sont des joueurs qui méritent qu'on les regarde, qui méritent surtout qu'on les imite. Car effectivement, s'ils arrivent, ils n'arrivent pas toujours au top niveau du top niveau. Mais ils apportent toujours une plus-value. Et quelle que soit l'importance de la plus-value est quelque chose d'essentiel. Et ce que pensait le président de l'époque, c'est une chose. Moi, je pense qu'il faut effectivement faire un apport d'étrangers. Je pense que le fond de sa pensée était de valoriser, disons, les joueurs nationaux pour qu'ils se dimensionnent. Mais lui, il était partisan aussi, je ne sais pas s'il l'a dit un jour, de voir les jeunes partir à l'étranger. Ah oui, oui. Un jeune qui a 17 ans, 18 ans, part en Australie, il revient à 22 ans au top niveau. S'il a des qualités, bien sûr. Celui qui va en Angleterre, pareil. Et il avait cette idée en tête, bon, je ne sais pas s'il l'a mené, s'il l'a pas mené. Moi, j'avais ma vie, lui avait la sienne. Il avait sa vie sportive, moi, je n'en avais plus. Mais bon, il a pensé ce qu'il a voulu. Et moi, je pense qu'effectivement, il faut un apport d'étrangers. Il y a des quotas à respecter, comme partout, hein, dans tous les domaines. Mais ce sont des joueurs de qualité qui donnent un exemple. Donc l'exemple, il faut toujours le suivre. Revenons-en à notre ville maintenant. Donc Carcassonne vient d'obtenir un 3e laurier du label Ville active et sportive. C'est une distinction qui est attribuée aux villes porteuses de projets et performantes au niveau des infrastructures sportives. Ça démontre bien quand même la vitalité de cette ville en matière de sport. Écoutez, moi je suis un ancien sportif, pas de haut niveau, mais j'étais pas très doué, mais discipliné. Voilà. Donc j'étais toujours au travail, toujours au charbon, ça ne me dérangeait pas. J'étais pas une vedette, mais ça ne me dérangeait pas. Et donc j'ai toujours été derrière les sportifs. Et je mène une politique sportive, nous menons une politique sportive. Nous sommes une des rares villes d'ailleurs à avoir maintenu les accompagnements financiers sans les diminuer aux clubs sportifs, quels qu'ils soient, d'ailleurs comme à toutes les associations de manière générale. Car je considère que les clubs sportifs, comme les associations sociales, culturelles, etc., sont indispensables pour assurer, vous parliez tout à l'heure d'un village, pour assurer le lien social dans le grand village de Carcassonne. Et pour moi, le sport est absolument indispensable parce que il véhicule des valeurs. Et quand on a des bons encadrants, incontestablement, les valeurs doivent être, disons, enseignées et poursuivies. Vous voyez, j'ai la chance, alors que j'ai un petit-fils de 26 ans, d'avoir un petit-fils de 7 ans. Et je dis à mon fils, le dernier, qui a le fils de 7 ans, mets-le dans un sport collectif. Car le sport collectif permet effectivement d'avoir des visions collectives, de savoir se dévouer pour les autres, pour autrui, et de ne pas jouer, disons, malheureusement, comme ça arrive toujours, la petite vedette individuelle. Le sport collectif, il faut se fondre dans le sport collectif, et c'est ce qui me paraît indispensable. Donc, je reviens à votre question, effectivement, Carcassonne est une ville sportive, très, très sportive. Et nous avons fait tout ce qu'il fallait. Tout à l'heure, vous parliez des aménagements à réaliser peut-être au futur. Le prochain maire ou la prochaine mairesse de la ville aura réalisé des équipements. On a réalisé celui-là avec Yazid, qui est un très très bel équipement. Domecq est au haut niveau. Benos, on n'est pas étranger à son évolution. Bon, de toute manière, je pense que les clubs sportifs n'ont pas à se plaindre de l'accompagnement de la ville. Que ce soit moi, que ce soit mon prédécesseur, de manière générale, il a une tradition à Carcassonne, et mes successeurs, oui, mes prédécesseurs, qui fait que il a un engagement des élus, des gestionnaires publics, vis-à-vis du sport et des infrastructures. Car les infrastructures permettent effectivement aux jeunes notamment, de pratiquer le sport. N'oublions pas, c'est pas un lieu commun. Le sport étant l'école de la vie. Il y a l'entreprise, il y a le travail qui est l'école de la vie, mais le sport est également l'école de la vie, tout comme la culture est l'école de l'ouverture d'esprit.
Et moi, personnellement, je mets l'accent sur ces deux vecteurs. D'une part, l'école de la vie et l'ouverture de l'esprit. Ça permet à terme de faire de bons citoyens et de bonnes citoyennes. Nous évoquions tout à l'heure avec Didier Palanque les fréquentes arrivées du Tour de France au pied de la Cité. Donc. Comment? Nous évoquions avec Didier Palanque tout à l'heure les nombreuses arrivées d'étapes du Tour de France au pied de la Cité. Oui. Est-ce que dans les années à venir, c'est quelque chose qui serait peut-être appelé à se reproduire? Oh, vous allez avoir de très très belles surprises. Ah. Je ne peux rien dire parce qu'effectivement nous sommes tenus à la confidentialité, mais vous allez avoir... Il y a un droit de réserve jusqu'au 26 octobre. En réalité, j'ai négocié moi avec Prudhomme, qui est un ami. Je dis pas pourquoi c'est devenu un ami, parce qu'à une époque, je vais vous le dire même, à une époque où il y avait des manifestations viticoles, parce qu'effectivement le Tour de France avait promotionné des vins étrangers, mais à l'étranger, puisque le Tour de France était à l'étranger, en France ce n'était pas le cas, nos amis les viticulteurs menaçaient d'interrompre la course. Moi j'ai arrangé à ma manière, enfin d'avenir Prudhomme, il a vu les responsables, tout s'est passé très très bien, il n'y a pas eu d'interruption, comme en Espagne, au Tour d'Espagne, oui. il y a quelques temps. Donc tout s'est très bien passé, et je pense que vous aurez de belles surprises dans quelques semaines. Voilà. Alors, on l'évoquait tout à l'heure, Carcassonne présente la particularité pour une ville de cette importance d'avoir deux équipes de rugby de haut niveau. Donc, si ça n'a pas la même retombée médiatique que le Tour de France, ça démontre quand même que le rugby reste un patrimoine. C'est ce qu'évoquait après Fabienne. Ça fait partie du patrimoine carcassonnais. Ben, le rugby, c'est notre patrimoine. Bon, effectivement, moi je me souviens quand j'étais jeune, et que j'allais assister à des finales avec mon oncle, malheureusement décédé depuis pas mal de temps. Nous partions en défilé de véhicules à Perpignan et on se donnait tous rendez-vous, place Carnot, chez Félix. Et nous partions tous à la queue leu à Perpignan. Il n'y avait pas d'autoroute à l'époque. Et quand nous gagnions, on traversait la 113, on était arrêté partout. C'était une belle époque. C'est vrai, c'est vrai. C'était la caravane. C'était une très très belle époque. Je l'ai connue cette époque. Ça rejoint votre question. C'est la culture. C'est la culture de la ville. La culture de la ville, c'est une culture du rugby. Nous sommes, d'une manière générale, des gens un peu rudes parfois, même dans le secteur que le nôtre. On est parfois rudes, mais on sait apprécier les valeurs des gens qui sont aussi rudes que nous. Et c'est comme ça que les amitiés se constituent. Les amitiés se constituent sur des affrontements virils, mais des affrontements amicaux. Voilà. Bon, votre actuel mandat de maire de Carcassonne prend effet dans 6 mois. Quand vous vous retournez sur ces 15 années passées à la tête de la collectivité, de quoi êtes-vous le plus fier? Bon, vous savez, en matière de sport, en matière de sport. En matière de sport. En matière de sport. D'abord, pour moi, ça n'a pas été toujours facile. Bon. Vous n'en direz pas plus? Pour des raisons particulières, ça n'a pas été facile pour moi. Bon, j'ai dû affronter parfois des jugements qui n'étaient pas les bons. Mais enfin, non pas que ça glisse, comme sur les plumes d'un canard, mais vous avez le cuir épais. Il faut savoir prendre du recul, il faut savoir analyser les choses comme il faut. Et nous avons effectivement dans le domaine sportif aménagé quand même des équipements, car je considère que les sportifs, même ceux qui ne sont pas professionnels, et surtout ceux qui ne sont pas professionnels, doivent avoir un environnement confortable. Un environnement digne d'eux, parce que vous parliez tout à l'heure des joueurs qui travaillent chez nous, à la mairie. Ben, ce sont des gens qui travaillent, des gens qui s'entraînent, des gens qui n'ont pas une vie normale comme nous. C'est-à-dire qu'en effet, ils font des sacrifices pendant les plus belles années de leur vie. Et moi, je considère qu'ils doivent être accueillis comme il faut, dans des lieux où ils se produisent, c'est-à-dire les stades, mais également dans des vestiaires où ils se préparent, également dans des vestiaires où également ils font des exercices physiques. Et moi, je considère que ces jeunes gens doivent être obligatoirement
très très bien accompagné, parce que il faut que l'accompagnement soit à la hauteur de leur sacrifice. Et nous avons tout fait pour que précisément il soit le mieux possible. Bien évidemment, il y a beaucoup de choses qui restent à faire, hein, mais nous avons essayé de faire en sorte que il y ait maintenant une meilleure liaison entre les deux équipes dont vous parliez du ballon ovale. Moi, je considère que il n'y a pas de querelle ni de guerre de chapelle. Ça arrive à rien. Je considère qu'un joueur, quel qu'il soit d'un rugby à 15 ou de rugby à 13, est un joueur qui pratique un sport viril, un sport difficile, un sport dur. Par conséquent, il n'y a aucune raison de se quereller sur une histoire qui n'a pas lieu d'exister, ou tout au moins de perdurer. Oui, et par conséquent, dans mon esprit, j'ai toujours voulu qu'il y ait une liaison très étroite entre les deux rugby, et je pense maintenant que on y arrive. On est arrivé. Voilà, même on y est arrivé. Et toujours dans le domaine du sport, donc, est-ce qu'il y a un projet que vous auriez souhaité réaliser, que vous n'avez pas pu mener à terme, ou que vous n'avez pas pu même amorcer? C'est-à-dire que le projet qu'on n'a pas pu réaliser, d'abord on a bien réalisé Dopec, il n'y a pas de problème, on a bien réalisé la Benos, c'est pas mal. J'aurais voulu réaliser le stade de Grasailles. Le stade de Grasailles, qui d'ailleurs est utilisé par des rugby également, mais j'aurais voulu... c'est le lycée. C'est pas grave. J'aurais voulu pouvoir le réaliser, mais il y avait des contraintes financières, d'abord, Ensuite, on a été pénalisé, quand même, il faut le dire, pendant 2 ans et 2 ans et demi par la période Covid, ce qui ne nous a pas permis de faire ce qu'on en voulait. Et puis, il y a eu des investissements qu'il a fallu faire ailleurs que sur ce stade, mais j'aurais bien aimé, si vous voulez, terminer l'équipement sportif de la ville. On a la Plaine Merveille qui est très bien, on a le stade Albert Dobec, on a le stade Benos. J'aurais voulu que là-haut, on crée un équipement où on aurait pu mettre, par exemple, l'athlétisme et d'autres sports, comme par exemple la pelote basque, etc. Donc, j'aurais voulu le faire, mais on n'a pas pu le faire. Voilà, c'est tout. Ça peut rester un projet. C'est un projet que peut-être Madame la future mairesse ou Monsieur le futur maire réaliseront. En tout cas, le dossier est prêt. En matière de sport, justement, là aussi, quel conseil donneriez-vous au prochain maire de Carcassonne? Ben, je dirais, sois proche des équipes sportives, c'est-à-dire des équipes qui rassemblent des femmes et des hommes, quel que soit le sport d'ailleurs, qui s'engagent, comme j'ai dit tout à l'heure, dans une période de l'envie, la plus belle période de leur vie, qui font des sacrifices, sois à l'écoute, sois vraiment à l'écoute, fais le maximum de ce que tu peux faire, sans pour autant promettre, faire n'importe quoi, mais fais le maximum de ce que tu peux faire pour permettre précisément d'abord aux équipes de perdurer et de bien se sentir dans la compétition qui est la leur. Ensuite, aux participants et aux sportifs de se sentir bien dans cette équipe. Ensuite, aux dirigeants d'être écoutés et leur expliquer qu'il faut qu'ils écoutent aussi. Écoutent aussi aux dirigeants. Et puis surtout, il n'y a pas de problème. Je veux dire par là que si on est de bonne foi, si on est de bonne qualité, on est là pour trouver des solutions. Il y a des solutions que l'on peut trouver alors qu'en réalité on pense qu'elles sont introuvables alors qu'on peut vraiment les trouver. Donc écoute, respect, échange et soutien. Voilà les 4 piliers d'une bonne gestion sportive. Pour en terminer, comment imaginez-vous vos activités dans 6 mois? Alors là, vous me faites rentrer dans un domaine dans lequel je ne veux pas rentrer, parce qu'en définitive, je ne sais pas ce que je ferai. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je vais vous dire une chose. Je travaille depuis l'âge de 16 ans. Je n'ai jamais arrêté de ma vie. Et j'appartiens à une profession où on disait à l'époque, on meurt à la barre. C'est-à-dire on meurt à la barre du tribunal.
Eh bien, moi, j'attends de mourir à la barre de tribunal. Comment vous êtes en mode santé, finalement? Quel que soit, c'est comme ça, c'était comme ça qu'on faisait. On travaillait jusqu'au bout. Ouais, ouais. Et moi, très honnêtement, Rien ne vous pèse. la capacité physique, elle est là. La capacité intellectuelle, elle est là. Alors, je verrai ce que je ferai. Je suis capable de donner des conseils en tout. Je suis capable de continuer à gérer la ville. Je suis capable de ne rien faire aussi. Mais comme je travaille en permanence, je suis incapable de dire que je ne vais rien faire. Voilà. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Eh bien, écoutez, merci pour votre franchise. Donc, ce sera donc le mot de la fin. Merci à vous d'avoir accepté d'essuyer les plâtres de cette première émission de la saison. Donc, hein. Merci également à vous tous pour votre fidélité derrière l'écran. Et nous vous donnons rendez-vous le jeudi 16 octobre à 20h30 pour de nouvelles aventures en jaune et noir sur la chaîne YouTube du club. Bonsoir. Bonsoir. Merci.